Jeanne d'Arc, je trouve qu'elle, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jacques Serret, je trouve qu'elle ne s'en sort pas si mal. Parce que c'est quand même un dossier qui est complexe. Elle a été très interrogée hier à l'Assemblée nationale. Écoutez Vincent Farandez. Je ne suis pas sûr que ce soit Vincent Farandez ni Annie Genevard, parce que je crois reconnaître la silhouette de Donald Trump. Donc, je le dis également pour les auditeurs d'Europe 1, évidemment. Jacques Serret. Plus de la moitié des questions au gouvernement hier après-midi à l'Assemblée étaient destinées à Annie Genevard, au Premier ministre, sur la question de la colère agricole. Et c'est vrai qu'en tout cas, il y a eu des réponses apportées hier soir. Après, voilà. On essaye d'entendre, en tout cas, manifestement. Il y a une volonté de répondre. Alors aussi parce qu'il y a une inquiétude sur l'autre dossier, on va peut-être y venir, mais sur le Mercosur. Mais le Mercosur, on en parle parce qu'il y a eu la fin de semaine. Autrement, on n'en parlerait pas. Ça passerait à l'as. Ça serait ni vu ni connu, je t'embrouille. Oui. Non, mais on est d'accord. Madame von der Leyen a pris ses billets pour le Brésil. Elle a rendez-vous samedi au Brésil pour signer le début des vacances de Noël. Ouais, c'est-à-dire que en fait, ils savent très bien. C'est des gros malins. Ils savent très bien que ça passe entre la bûche et les huîtres. Boum, tu passes et tu découvres. Tu dis, mais on a signé ça. Et là. Là, ça passe pas trop. Quand on entend les agriculteurs qui sont sur le terrain et dehors, qui ont passé la nuit dehors, ils sont prêts à passer Noël. Voyez le sujet de Vincent Farandez. Lors de la séance de questions au gouvernement hier, la majorité des prises de parole étaient adressées à une seule personne. Ma question s'adresse à la ministre de l'Agriculture. Madame la ministre de l'Agriculture. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Agriculture. Annie Genevard est en première ligne face à la crise agricole liée à la dermatose nodulaire contagieuse. C'est elle qui cristallise les tensions. Vous êtes venu, vous avez vu, mais vous n'avez pas convaincu. La France rurale vous regarde et elle ne comprend plus. Mais où étiez-vous, Madame la ministre ? Au lieu d'aller voir les agriculteurs, vous leur avez envoyé les blindés. Allez-vous écouter les éleveurs plutôt que de les réprimer ? Face aux critiques, la ministre de l'Agriculture a tenté de faire valoir les principales mesures pour endiguer la crise. Les éleveurs, parce que la vaccination, je veux le dire, est la meilleure garantie pour ne pas perdre de troupeaux. L'État sera là pour indemniser les pertes économiques résultant de la perte d'un troupeau. En plus de cette crise liée à la maladie, Annie Genevard va devoir également gérer la fronde des agriculteurs provoquée par la signature du Mercosur. Demain, les chefs d'État européens sont invités à valider l'accord de libre-échange à Bruxelles. Jacques Serret, demain, validation ou pas ? Tout dépend de l'Italie. C'est Giorgia Meloni qui a le destin du Mercosur, en tout cas dans l'immédiat. En fait, c'est soit l'Italie se range du côté de l'Allemagne, et dans ce cas, Madame von der Leyen peut aller au Brésil acter le Mercosur, soit l'Italie se range du côté de la France, et dans ce cas, le Mercosur n'est pas retoqué, mais plutôt le vote est repoussé, et dans ce cas, ce serait repoussé au début d'année prochaine. La question n'est pas tant s'il y aura le Mercosur ou pas, c'est plutôt quand est-ce qu'il aura lieu. Alessandra Martinez, qui est italienne, qui est née à Rome, je crois. Absolument. Vous suivez la situation politique en Italie, j'imagine. Oui, absolument. Et j'ai beaucoup d'admiration pour Madame Meloni. Vous n'allez peut-être pas vous faire que des amis en disant cela, mais vous avez le sentiment qu'elle est très caricaturée, par exemple, en France ? Absolument. Je trouve qu'il y a... c'est une femme quand même de poigne, c'est une femme qui a les idées très claires. En même temps, c'est une femme qui a un langage qui est compréhensible par le peuple, et ce n'est pas rien. Je voulais vous montrer Monsieur Lecornu hier, qui est obligé de monter au créneau. Est-ce qu'il y avait vraiment des militants d'ultra-gauche vendredi dernier, parce que j'ai l'impression qu'on a sorti ces militants des ultra-gauche pour justifier l'intervention des blindés, mais je ne les ai pas vus, moi, sur les images. Alors, s'il y avait des militants d'ultra-gauche, Monsieur Lecornu a raison, mais si c'est une manip, c'est pas bien. Non, mais il parle d'une cinquantaine d'individus. Oui. En effet, peut-être que les caméras sont passées à côté. Oui, on les a pas vus, parce que si c'était des militants d'extrême droite, je pense qu'il y aurait des papiers partout. Non, mais il faut se souvenir des images de la semaine dernière. C'est vrai qu'il y avait des individus masqués dont on ne pouvait pas voir les visages. C'était difficile de savoir qui c'était. Voyons le sujet de Augustin Donadieu sur ce qui s'est passé vendredi, parce qu'évidemment ça a choqué beaucoup de gens. Il y avait un hélicoptère, alors il n'y avait pas de gaz lacrymogène, ça a été une fake news, alors que ça a souvent été dit qu'il y avait des gaz lacrymogènes, puis les gens ont été heurtés par cette violence. Voyez le sujet d'Augustin Donadieu. Ces images ont fait le tour de la France et ont choqué tout le pays. Des militaires déployés dans l'Ariège face à des agriculteurs démunis qui tentent de sauver un cheptel de plus de 200 vaches.
et des individus violents jetant divers projectiles et cocktails Molotov en direction des forces de l'ordre. Des actes qui n'étaient pas le fait d'éleveurs, mais de militants d'ultra-gauche, selon le Premier ministre. Un amalgame est en train d'être fait entre les éleveurs de France et 40 à 50 militants de l'ultra-gauche qui sont venus s'immiscer au milieu des éleveurs, des vétérinaires, des manifestants, avec des cocktails Molotov et des armes par destination. Et que, de fait, entretenir cette confusion entre les éleveurs qui peuvent légitimement et démocratiquement contester les décisions qui sont prises, mais qui n'ont rien à voir avec ces militants de l'ultra-gauche que vous devez dénoncer, mesdames et messieurs, députés de la France insoumise. Il n'y a pas de place pour cette violence. Ce jour-là, 300 militaires étaient engagés sur place, 4 escadrons de gendarmerie mobile, 2 véhicules Centaure, mais aussi un hélicoptère. Un déploiement de force qui a entraîné une émotion nationale et aura permis l'arrestation de seulement 4 personnes. Bon, et 4 personnes simplement d'arrêter. S'il y en avait beaucoup, il y a un truc qui n'est pas clair. Hein. Moi, ça détourne de l'attention. L'usage de cocktails Molotov, ça ne vous suffit pas? Vous croyez vraiment que les éleveurs c'est vont pas avec les méthodes des cocktails des Molotov? Écoutez, l'ultra-gauche a oui, non, mais vous avez... non, mais cet argument c'est du coucou. Oui, cet argument ils font leur nid dans les contestations d'autres. Donc pour vous, il n'y a pas de... Non, des éleveurs avec des cocktails Molotov, j'y crois pas une seconde. Voilà. D'accord, c'est assez convaincant. Donc écoutez, dont acte. Bon, je voulais vous montrer, parce qu'on est souvent, attaqué par nos confrères de quotidien. Bon. Et il y a une vidéo quand même qui tourne, qui montre l'indécence de cette émission hier soir. Alors j'ai vu que Gilles-William Goldnadel, à juste titre, a fait un tweet. J'ai vu également que Madame Céline Pina, je crois qu'on va le voir d'ailleurs à l'antenne, a fait un tweet. Céline Pina, mais comment peut-on traiter avec une désinvolture aussi indécente un drame qui date de 48 heures? Barthez et apathie hilar, écœurant à vomir, a écrit Gilles-William Goldnadel. Vous avez Céline Pina qui a dit c'est un massacre de masse visant des enfants, des femmes et des hommes parce que juifs. Un couple âgé a été tué en tentant de désarmer un des terroristes islamistes. Alors peut-on rigoler de tout un peu? Non, quelle indécence. Il y a beaucoup de tweets. Est-ce que la direction de TF1 valide cette saloperie? J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Alors je vais vous montrer la séquence et puis après vous allez vous faire votre opinion. Parce que très souvent cette émission parle de nous. Bah écoutez, nous on va évoquer ce qu'ils font le soir dans leur émission. Voyons. Et contre la bêtise de Yann Barthez, l'indécence de Yann Berset, le sentiment d'impunité également qu'ont ces gens pour penser que l'absence de contrôle qu'il y a dans cette émission, personne n'a regardé ça. Enfin, c'est invraisemblable. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, il y a un truc. La bêtise de cette séquence. Le sentiment de supériorité, oui, c'est-à-dire le mépris social qu'il y a dans cette façon de tourner en dérision le pauvre gars qui est sous le choc de ce qu'il a vécu et qui essaie d'en témoigner. Bon, effectivement, il n'est pas polyglotte, mais c'est inouï, ce dédain. C'est vraiment un morceau de... Le sujet, c'est qu'il y a eu des morts et qu'il y a des victimes, il y a des familles qui sont endeuillées. Sarah Salman. La culture du ricanement sur le dos de personnes qui ne sont pas encore enterrées. Enfin, là, moi, je n'avais pas vu. Là, je le découvre en même temps, là. C'est sidérant. Bien sûr, en fait, il y a un sentiment d'impunité, d'irréalité. Ah oui, mais ils sont dans un monde parallèle. Mais vraiment. Mais bien sûr. On n'a pas envie de le visiter. Et vous avez vu toutes ces jeunes femmes et ces jeunes hommes à côté, Monsieur Apathy qui se marre. Oui. Enfin, c'est invraisemblable quand même. Je vous assure, c'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. Et tout ça, alors je ne sais pas ce que fera l'Arcom. Rien. Non, puis c'est long, surtout, c'est interminable cette séquence quand on. Cette absence, qu'il ne se rende pas compte lui-même. Il n'y en a pas un sur le plateau. Producteur sur le plateau. Non, ils ne sont même pas. Je crois qu'ils sont en décalage. Ils sont incapables d'être en direct. Pardonnez-moi, mais l'attentat n'existe pas. Oui. C'est-à-dire le crime de masse qui vient d'être commis, qui fait que tous les juifs du monde entier savent qu'il n'y a aucun endroit où ils soient à l'abri, ce qui concerne quand même une petite communauté en France. Cette terreur, ça n'existe pas, c'est nié. Non. Ce qui reste, c'est le mépris de classe. C'est le mépris du franchouillard. Ouais. C'est la détestation de nous-mêmes, en fait. C'est vraiment le mépris de classe. Je trouve que c'est assez étonnant, cette séquence, et elle fait beaucoup, évidemment, réagir sur les réseaux sociaux. Donc, on verra si de ce soir, il y a des excuses ou pas. Mais bon, ces gens ne s'excusent pas. Alors ça, pour taper sur nous, ils savent le faire. Bon, écoutez, moi, je vous soumets cette séquence. Alessandra Martinez est avec nous. Et ce documentaire, il va passer quand,
sur Canal. Il est en ligne déjà. À partir d'avril, non. À partir du mois d'avril. Alors cette histoire est évidemment absolument incroyable. Qu'est-ce qu'il justifie que ce jeune homme, qui est mort à quel âge ? 15 ans. Pourquoi est-il un saint ? Pourquoi est-il un saint ? Ah oui. Alors, évidemment, on le connaît pour tout le travail qu'il a fait dans une période où ce n'était pas à la mode du tout, sur les ordinateurs. Il a même créé un kit pour devenir saint. Et il parlait tout le temps de l'autoroute vers le ciel qui, pour lui, était l'Eucharistie, c'est-à-dire prendre ce qui est pour les catholiques le corps du Christ. Et en fait, c'était juste un jeune homme, apparemment, comme tous les autres, qui était vraiment habité par le Seigneur. En fait, c'est lui-même qui a converti ses parents, qui étaient catholiques, mais pas du tout pratiquants. Et j'ai eu le privilège de pouvoir interviewer, entre autres, sa maman, qui nous a expliqué que, en fait, c'est vraiment Carlo qui l'a converti en l'emmenant à l'église, en lui parlant. Et ce qui est très beau aussi, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer un des amis d'enfance de Carlo. Justement. On va l'écouter, cet ami d'enfance. Oui. C'est un des extraits que je voulais vous montrer. Je le dis pour Marine Lançon, c'est juste après la séquence du tease ou de la bande-annonce. Et voyez cet extrait où vous interrogez cet ami d'enfance. Carlo montrait sa foi très simplement à tous ceux qui croisaient son chemin, sans se soucier de l'âge ou du contexte. Jacopo a bien connu Carlo et cette rencontre a changé sa façon d'aborder la vie. Jacopo, Carlo, enfant, comment était-il? À quoi il aimait jouer avec vous, par exemple? Carlo enfant, on jouait à des jeux très simples et populaires. Nous jouions à cache-cache, on jouait avec des ballons d'eau, vraiment des jeux très communs et surtout très simples, auxquels les enfants d'aujourd'hui ne jouent peut-être plus. Les temps ont changé. C'était une personne très, très simple, mais en même temps très complexe dans sa foi et surtout il avait une étonnante sagesse. Il avait une sagesse qui, pour son âge, sortait vraiment de l'ordinaire. Carlo m'a donné une leçon, à moi, à mon frère et à tous ceux qui l'ont connu et tous ceux qui le découvrent encore aujourd'hui. Et ça, c'est un témoignage évidemment fort. Alors, il a été canonisé il y a quelques jours, quelques le semaines. 7 septembre. Et c'est donc le premier saint du 21e millénaire, mais il y a aussi sans doute la volonté de l'Église peut-être de canoniser quelqu'un de jeune qui parle. Absolument. Évidemment, à une jeune génération. C'est pour ça on l'appelle le saint avec des baskets. Oui, et il a été canonisé en même temps que Pier Giorgio Frassati, donc, qui, bien sûr, est moins proche de nous en époque. Mais le dénominateur commun, c'est vraiment ce désir de pouvoir transmettre ce qu'ils ont reçu vraiment, c'est-à-dire par l'Esprit Saint, et de pouvoir parler un langage simple, pouvoir se inspirer aussi, mais tout naturellement, les jeunes, justement, tout particulièrement toucher les jeunes qui parfois sont aujourd'hui perdus, n'ont pas vraiment de but, ils ont des modèles sur Instagram, les influenceurs ou des choses comme ça. Et si vous voulez, particulièrement, Carlo a montré à quel point on peut utiliser les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc, par Internet, on peut évangéliser, on peut aussi montrer la beauté, donner de l'espoir. Et à propos d'espoir, si vous permettez, j'ai envie de parler d'une communauté qui me tient particulièrement à cœur, qui est la communauté du Cenacolo. Donc, ils ont plusieurs maisons dans le monde. Ça a été fondé par sœur Elvira, qui est décédée, elle est montée au ciel il y a vraiment 2 ans seulement. Et en fait, c'est une communauté qui vient en aide aux jeunes, principalement aux jeunes, mais pas que, qui sont vraiment perdus, victimes d'addictions, donc toutes sortes d'addictions.
C'est un moment particulier, toujours cette période de Noël. Je ne sais pas si les uns les autres, que vous ayez la foi ou pas, peu importe, j'ai envie de dire, mais est-ce que vous êtes plus sensible à un moment de Noël, de souvenirs, de mémoire, pourquoi pas, de lecture, d'entrer dans une église, même si la foi ne vous a pas forcément touché. Est-ce que c'est une période particulière pour les uns et les autres? Les souvenirs familiaux. Il y avait tout un rituel, même dans les familles qui n'étaient pas croyantes, mais on respectait certaines choses. Il y avait la messe de minuit qui n'était pas à minuit. Ensuite, il y avait le repas. Ensuite, il y avait les Vous cadeaux. avez connu la vraie messe? Ah oui, oui, j'ai connu ça. Alors après, et là, quand vous étiez enfant, vous étiez où? J'étais à Bayonne. Ah oui, vous étiez à Bayonne, vous n'étiez pas... Non, j'étais à Bayonne et oui, c'était quelque chose qui était assez suivi. Bon, il faut dire que comme la plupart des Français, ça s'est un peu étiolé chez moi et dans ma famille, on respectait de moins en moins ça. Il restait plus que la réunion familiale, mais ça a été très présent à un moment. Bon, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a un moment de spiritualité qui vous touche dans cette période plus que d'autres périodes avoir un cœur de pierre. Olivier de la Gare. Mon cher Pascal, pour pas être quand même un peu touché par quelque part un climat général qui est un peu... Alors c'est fugace évidemment, mais c'est vrai que ça reste un climat de grâce. Et pour revenir sur ce saint, Carlo Acutis, ce qui est extraordinaire, c'est la ferveur. D'abord, c'est un saint qui était très proche de nous. C'est un saint d'aujourd'hui et très proche des jeunes. Moi, j'ai des enfants qui auraient le même âge que... Et c'est une star, hein, absolument. Carlo Acutis. C'est absolument incroyable. D'ailleurs, il y a des tas de goodies, de plus produits dans les églises, des trucs à son effigie. Ça prend une place considérable. Il y a beaucoup de miracles qui lui sont également attribués, beaucoup de personnes qui le prient et qui reçoivent des grâces incroyables. Vous savez que pour devenir saint, pour pouvoir devenir saint, il faut au moins avoir pu faire 2 miracles après la mort. Donc, après la mort, Pascal. Après la mort, oui, parce qu'on ne peut pas être canonisé pour vivant. C'est ça qui est dommage. On peut pas. J'ai tenté, mais donc, il faut soit faire des miracles. Et quoi comme miracle? Toutes sortes de miracles, mais un miracle, c'est un miracle. Souvent, c'est lié. Non, souvent c'est des guérisons. Voilà, souvent c'est bien sûr des guérisons. Donc où vraiment on prouve, et c'est très sérieux, c'est très long, qu'il y a une guérison définitive et inexplicable pour la médecine. Par exemple, admettons que quelqu'un soit mort récemment et que je ne dise pas un mot pendant l'heure des pros. Hop, c'est un miracle. Donc tout de suite, ça serait on va en parler au Vatican. Bon, est-ce que vous êtes sensible? Miracle, mais là c'est un blasphème. Est-ce que vous êtes sensible, vous, à cette spiritualité de cette période, ou est-ce qu'elle vous habite toute l'année? Toute l'année. Non, mais j'aimerais beaucoup. Non, mais est-ce que vous êtes... C'est vrai que c'est ambigu parce que c'est d'abord une fête familiale quand même, Noël. C'est la fête où se réunit la famille. Et donc on repense au Noël du passé. On repense à tous ceux qui ne sont plus là. Oui, c'est vrai. Mais je pense... C'est aussi un moment spirituel, bien sûr. Mais c'est vraiment, plus on vieillit, en fait, plus on pense par définition à ceux qui ne sont plus là. On va être avec Thomas Hill dans une seconde. La ferveur de l'enfance. Oui. Et c'est aussi justement le Seigneur qui s'incarne vraiment dans le corps d'un tout petit enfant pour nous dire « n'ayez pas peur ». Et donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. N'ayez pas peur. Eh bien, écoutez, c'est drôle parce que c'est exactement, vous avez parfaitement raison. C'est ça que les uns et les autres ne comprennent pas. Parfois, entre le Dieu des catholiques, le Dieu des chrétiens et le Dieu d'autres religions, le Dieu des chrétiens, des catholiques est incarné, c'est un enfant qui naît. Le Dieu d'autres religions est parfois une abstraction, une surpuissance, etc. Là, c'est un homme. J'ai envie de dire que Dieu est un homme comme les autres. Un homme fragile. Un homme fragile. Dieu est un homme comme les autres. Je ne sais pas si les théologiens qui m'écoutent valideraient cette... Des hommes et des fils de Dieu. Oui, bien évidemment. Bon, Thomas Hill, lui...